Mon intervention va constituer finalement un peu une suite du panorama de sources qu'a proposé Julien, puisqu'il nous a proposé un panorama très détaillé des sources dans le domaine juridique, et moi je vais plutôt m'attacher aux outils utiles pour le veilleur dans la phase qui sont susceptibles de vous aider dans les phases de collecte, traitement et partage des informations. Mais avant tout, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Béatrice Phénix-Rioux. Je dirige le cabinet BFR Consultant, qui est un cabinet spécialisé dans la recherche d'informations et la veille sur Internet. Et j'ai des prestations donc de sourcing, prestations et formations. Et je suis également l'auteur du blog que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, le blog de rechercheéveillée.com, qui fait suite à un ouvrage du même nom en 2011 et qui concerne un peu les actualités dans le domaine de la recherche et de la veille sur Internet. Je suis enfin active au sein de l'ADBS, qui est l'association des professionnels de l'information, et je suis responsable du secteur veille de l'ADBS, pour lequel je co-organise des manifestations avec retour d'expérience, etc. Alors, le but, je vais essayer d'aller, comme on avait pris un peu de retard dans la matinée, je vais peut-être accélérer un peu, mais ne vous inquiétez pas, le support sera en ligne, je crois, sur le site de Jury Connexion. Et de toute façon, moi, j'essaierai de le mettre demain sur mon blog. Donc, voilà. Le défi, ça va être de présenter en 45 minutes, finalement, une panoplie d'outils pour le veilleur. Donc je ne vais pas tous les présenter bien sûr parce qu'il faudrait plus de la journée. J'ai animé une formation il y a quelques jours, c'était exactement sur le même thème et j'ai parlé comme ça pendant toute la journée. Alors là il va falloir que je réduise en 45 minutes. Donc c'est une sélection drastique de quelques outils gratuits ou presque qui peuvent vous aider dans les différentes phases de la veille, à savoir la collecte, la capitalisation, le traitement et le partage au sein d'une équipe et enfin la diffusion à un public plus large. Je ne parle pas du sourcing, puisque de toute façon, le sourcing, c'est plus humain, justement, et c'est plus l'identification des sources. En matière de collecte, j'en citerai deux, il y en a plusieurs. Donc, le collecte, premier type d'outils de collecte, c'est les outils qui sont susceptibles de surveiller des pages ou des sites web. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est vous avez repéré un site ou une page sur le web qui vous intéresse et vous voulez être prévenu dès qu'il y a une modification qui intervient sur cette page. Dans ce cas-là, il y a plusieurs outils. Je vous en présente deux du plus simple au plus sophistiqué. Attends, je prends ça pour avoir un œil sur le temps. Le plus simple, Update Scanner, qui est une extension Firefox. Donc là, c'est basique. Vous allez dans les add-ons de Firefox ou Mozilla, vous l'installez en un clic et ça se présentera après dans la barre d'outils de votre navigateur avec le symbole de la petite flèche qui apparaît en haut, qui est le logo de Update Scanner. À partir de là, quand vous êtes sur une page que vous voulez surveiller, je parle bien d'une page web que vous voulez surveiller, vous faites un clic et vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça, où vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir indiquer par exemple la fréquence de balayage de l'outil, s'il doit retourner sur la page toutes les 5 minutes ou toutes les semaines ou jamais, dans ce cas-là ça ne présente pas beaucoup d'intérêt de l'utiliser. Et vous allez pouvoir indiquer, ça c'est intéressant, le seuil de changement à partir duquel vous devez être alerté. Parce qu'il y a des pages par exemple, tous les jours ils vont changer la date de mise à jour. Donc, si vous mettez un seuil de changement très faible, vous allez avoir une alerte tous les jours pour dire « Ah, aujourd'hui on est le 24, ah, aujourd'hui on est le 25 ». C'est pas terrible. Vous allez pouvoir mettre les modifications, la couleur de surbrillance et indiquer comment, paramétrer comment vous allez être prévenu des modifications. Il vous propose soit d'afficher un pop-up d'avertissement quand il y a un changement sur la page, donc là c'est un petit pop-up Windows, soit de jouer un son quand la page web a changé. Bon, si vous surveillez de beaucoup de pages, votre ordinateur va faire beaucoup de musique, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ça c'est une présentation de ce qu'il peut faire. J'ai mis sous surveillance mon profil Twitter parce que je voulais quelque chose, être sûr que ça allait changer vite. Donc voilà, ça va être surbrillé en jaune les derniers tweets, c'est-à-dire qu'il va copier la page au moment donné, au moment où vous le lancez, et 5 minutes après, si vous avez publié un tweet, il va vous dire c'est ces tweets-là qui ont été publiés. Et là, on voit que celui-là, c'est celui que j'avais épinglé sur mon profil, donc il datait d'avant. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas en surbrillance. Donc, avantage de Update Scanner, c'est qu'il est basique, mais en fait, il fait le job, comme on dit, c'est-à-dire il fait pour surveiller une page, ça marche bien. Mais il surveille une page, c'est-à-dire que si vous voulez surveiller un site, il va falloir paramétrer toutes les pages. Donc, c'est là que si vous voulez surveiller des sites entiers ou des parties de sites,
Update Scanner, c'est les limites de l'outil, mais vous en avez d'autres par contre qui sont très intéressants, comme Website Watcher. Website Watcher, c'est un outil qui existe depuis pas mal d'années sur le web, qui a été développé par un ingénieur autrichien, qui est accessible, oui, c'était agnes.com, donc il est basé en Autriche. Et en gros, pour une formule, il y a une formule perso qui doit être à 30 €, et sinon la Business Edition avec une licence, c'est autour de 100 € pour le logiciel. Donc c'est un logiciel, là la différence, c'est un logiciel à télécharger. Pour Windows, déjà. Donc, si vous avez un Mac, c'est raté. Il a une interface en anglais, en allemand, en français. Il est très sophistiqué, mais c'est souvent la contrepartie d'un outil très sophistiqué et très puissant, c'est que le paramétrage, il va falloir vous y attaquer, et il n'est pas très convivial, disons. Il a un paramétrage complexe, mais qui offre de nombreuses fonctionnalités. Alors, les grosses différences avec des outils qui existent, comme l'extension Firefox, qui permettent de surveiller des pages, c'est que Website Watcher, par exemple, vous permet de surveiller des sites. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir un site et dire, en paramétrant la profondeur du site que vous voulez surveiller. Vous allez pouvoir dire, je veux surveiller par exemple jusqu'à 3 clics à partir de la page d'accueil, ou je veux surveiller toute la partie du site qui a tel sous-domaine, ou vous allez pouvoir énormément de paramétrage, mais énormément de possibilités. Et vous allez aussi pouvoir surveiller des requêtes sur des banques de données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une macro, et en indiquant je veux surveiller telle banque de données avec tel mot-clé, et vous serez prévenu quand il y aura des nouveaux résultats contenant les mots-clés dans la base de données. Donc très puissant, mais pas convivial du tout. Vous avez 2 supports en ligne. Il y en a un qui date de 2011, qui contient une centaine de slides et qui est en français, et l'autre qui date de 2014, qui contient 140 slides, mais qui est en anglais, ce qui est sur le site officiel. Là, je vous ai mis 2 exemples d'écran. On voit tout de suite que c'est plus compliqué que l'extension Firefox, c'est sûr. Voilà, ça c'est un des paramétrages parmi tous les paramétrages qu'il faut pour mettre en place une veille. Vous allez pouvoir indiquer, je veux suivre une profondeur de tant de liens pour telle page, suivre les liens vers d'autres domaines ou vers d'autres sous-domaines, ou suivre les liens qui contiennent telle chaîne de caractères, ou à l'inverse qui ne contiennent pas telle chaîne de caractères. Donc on va pouvoir être très fin au niveau de la surveillance, mais le paramétrage va prendre du temps. Par contre, une fois que c'est mis en place, normalement ça roule bien. Et ça, c'est un autre exemple de copie d'écran, donc qui va vous permettre de générer une macro pour surveiller une base de données. Donc ça, c'est la première famille d'outils, des outils qui vont vous aider pour la phase de collecte et qui vont vous permettre de repérer les nouveautés qui apparaissent sur un site ou une page web. Deuxième famille d'outils, dans les outils de collecte toujours, les outils qui vous permettent de surveiller des requêtes sur l'ensemble du web ou sur une partie du web, les actualités, les blogs, etc. Bon, le plus connu, vous le connaissez tous, je pense, c'est Google Alert, qui est un des plus anciens, qui a été lancé, je crois, en 2004. Il y en avait un avant qui existait de mémoire, c'était Giga Alert. C'est lui qui avait développé ce système-là de lancer des alertes par mail. On pouvait indiquer une alerte, par mots-clés sur l'ensemble du web, et on était prévenu par mail. Et c'était une société israélienne de mémoire qui avait développé ça à partir de l'API de Google qui était en accès libre. Puis ça avait très bien marché, et Google s'est dit « Ah bah ça marche bien, tiens, je vais faire la même chose ». Et bon, Google maintenant a son outil Google Alert, l'autre est passé en mode payant. Google Alert donc a très bien marché. Pendant longtemps, il marchait vraiment très bien. Et puis en 2013, il a annoncé qu'il allait arrêter Google Reader. Peu de temps après, il a supprimé la possibilité de recevoir les alertes par flux RSS, parce que Google Alert, le principe, c'est qu'on va enregistrer la requête qu'on veut surveiller, indiquer la zone si on veut surveiller sur le web les actualités, etc. Et on reçoit par mail ou par fil RSS les nouvelles pages qui contiennent les mots de la recherche. Google Alert, donc en 2013, avait supprimé les flux RSS et puis finalement il les a remis. Mais on se rend compte quand même qu'il a diminué au niveau de la qualité, entre parenthèses, du service, à savoir qu'il n'est pas du tout exhaustif. Le nombre de résultats qui est renvoyé par alerte, si vous faites des tests sur des mots-clés un peu génériques, vous allez être limité au niveau du nombre de résultats, vous n'aurez pas du tout l'ensemble des pages qui contiennent le même mot. Alors un deuxième qui propose la même chose, mais pas pareil,
c'est Talkwalker Alert qui en fait a très bien... c'est un outil, Talkwalker c'est un outil luxembourgeois, à l'origine c'est un outil de veille sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et les blogs, et c'est une plateforme plutôt... C'est à l'origine une plateforme de veille qui permet de faire des analyses, e-réputation et autres. Ils ont leur propre robot qui va crawler les pages web. Et c'est une solution payante assez chère, mais ils se sont dit, on va profiter de notre système, de nos robots qui parcourent le web et du logiciel pour offrir un service gratuit qui va servir de produit d'appel à la plateforme de veille. Et le service gratuit, c'est Talkwalker Alert. Dans les faits, quand on regarde, c'est exactement, je vous ai mis une copie d'écran de Google Alert, de l'interface de paramétrage de Google Alert et de Talkwalker Alert. Il s'est largement inspiré quand même, on va dire ça comme ça. Donc on fait, dans les faits, il propose exactement le même type de service, sauf que ce n'est pas le même moteur, et donc on n'aura pas les mêmes résultats, puisqu'il va surveiller des sources que Google n'indexe pas forcément. Donc ça peut être intéressant, si vous cherchez à avoir la veille la plus exhaustive possible, de lancer des alertes dans les deux services. Talkwalker Alert, donc le paramétrage, on choisit, dans les deux on a exactement les mêmes fonctionnalités pratiquement. On va indiquer sa requête. Alors on a intérêt, si on veut chercher sur les actualités, à utiliser sur les actualités et sur le web. Quand on veut faire une recherche un peu générique, on a intérêt à utiliser les fonctions avancées des moteurs de recherche. Par exemple, sur Google, j'avais mis comme requête pour surveiller dans les actualités les nouveaux articles sur les qui concernent Google, Yahoo par exemple, j'avais mis intitled.google or intitled.yahoo or intitled.twitter, etc. pour avoir les articles qui contiennent le mot Google ou Yahoo ou Twitter dans le titre. Alors sur Talkwalker, on a les mêmes fonctionnalités, sauf, petit détail, c'est pas les mêmes opérateurs. C'est pas intitle sur Talkwalker, c'est title. Pourquoi faire simple? Il va embrouiller tout le monde, mais enfin, je leur ai dit, il me dit, ah bon? Bah oui, c'est pas très malin. Mais bon, voilà. Donc on peut choisir, on va indiquer sa recherche, on a intérêt à choisir une requête précise si on veut pas être noyé dans les résultats. On indique si on veut tous les résultats, mais dans les faits, on n'a pas tous, c'est une sélection, mais on a un peu de tout. S'il nous propose aussi une sélection des résultats, et dans ce cas-là, il va vous donner les 10 résultats les plus pertinents issus du web ou des blogs ou de l'actualité, etc. C'est la même chose dans Google. Vous indiquez la langue, la fréquence, et vous indiquez l'adresse mail auquel on doit vous envoyer l'alerte, et vous pouvez, une fois que vous avez indiqué votre adresse mail, vous avez dans les deux cas une page pour c'est pas beau, pour gérer vos alertes, et vous allez pouvoir changer éventuellement pour recevoir les alertes par flux RSS et les intégrer dans un agrégateur. Et voilà l'exemple de résultats qu'on obtient dans les deux. Donc c'est vraiment la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes alertes et que la zone couverte, les sources couvertes ne sont pas exactement les mêmes. Mais donc pour une veille exhaustive, on a intérêt à utiliser ces deux outils. Pour en savoir plus, donc au niveau des outils de surveillance de requêtes par mots-clés, je vous conseillerais parce qu'il y en a beaucoup, moi j'en ai parlé de deux qui se ressemblent et qui ont l'avantage d'être très larges, c'est-à-dire d'être gratuits et d'être quasi illimités au niveau du nombre de requêtes qu'on peut enregistrer, parce qu'il y a beaucoup d'outils dans ceux qui existent, mais qui limitent dans la version gratuite à 3 requêtes ou à 5 requêtes. Donc si on veut surveiller beaucoup de choses, c'est un peu frustrant. Donc sur le site Outil-Froid, il y a un comparatif de 23 services d'alerte gratuits email par mots-clés qui date de 2013, et il a notamment réalisé un tableau comparatif des différents services avec pour chacun les plus, les moins, ce qui permet pas. Donc à tester et à comparer. Autre famille d'outils, toujours dans la collecte, les outils qui vous permettent de suivre les actualités. Et là, je vais dire un mot des lecteurs agrégateurs de fil RSS. Juste un sondage à main levée pour voir comme ça. Qui parmi vous utilise un lecteur de fil RSS? Qui utilise NetVibes? Et qui utilise Feedly? Bon, alors il y en a plein, c'est autre chose, mais ça va être un peu trop long sinon pour le tour de table, mais c'est dommage, il faudra me le dire ce que vous utilisez. Alors là, moi je vais vous parler de 2 lecteurs de flux RSS qui comptent parmi les plus performants, chacun dans sa catégorie.
Alors, pas forcément, ils ont beaucoup d'atouts, disons. C'est pas forcément les plus performants, mais ils ont beaucoup d'atouts. NetVibes, c'est un des plus anciens. Il est accessible à l'adresse netvibes.com et il a été lancé en 2005 par Tariq Krim et racheté en 2012 par Dassault. C'est un outil qui est proposé en mode freemium. Il y a une version basique qui est vraiment très bien, qui permet de créer un lecteur personnalisé et de rendre, c'est le point fort de NetVibes et c'est ce qui le caractérise par rapport aux autres lecteurs de flux RSS. Vous allez pouvoir créer donc un tableau de bord avec les flux RSS que vous suivez et vous pouvez décider de rendre ce tableau de bord public pour l'ensemble des internautes, ce qui peut améliorer votre visibilité et ce qui est une politique qui a été adoptée par de très nombreux organismes, institutions pour améliorer leur visibilité sur le web. Donc il y a une version basique qui permet tout ça, il y a une version VIP pour 2 € par mois, ça va encore, qui offre en plus des fonctions de recherche et de veille sur les flux. Et enfin il y a une formule premium individuelle là qui est nettement plus onéreuse, mais en fait c'est une autre fonctionnalité. Là c'est vraiment si on a besoin d'un outil de veille, e-réputation et analyse. Pour le simple lecteur agrégateur de fil RSS, la version basique est tout à fait suffisante, avec la formule VIP si on veut pouvoir rechercher. Alors, ce qui caractérise NetVibes, c'est en fait, lui, son objectif, c'est de constituer la page d'accueil du navigateur. Et donc d'offrir sur la page d'accueil à la fois l'actualité pour suivre les sites que vous suivez, mais aussi des liens vers des sites web et plein d'applications. Alors concrètement, comment ça se présente? Comme ça, quand vous vous connectez à NetVibes et que vous créez un compte, NetVibes génère un tableau de bord. Alors il y a tout un vocabulaire pour tous ces outils. Sur NetVibes, c'est le dashboard, voilà, c'est un tableau de bord. Qui vous permet de mettre des widgets. Alors les widgets, c'est la contraction de Windows Gadget et en fait ça veut dire machin, voilà, c'est des machins désencadrés, dans ces machins, on peut mettre soit les flux RSS de sites web, soit des applications qui ont été développées. Et il y a des applications, il y a énormément, donc il y a tout un écosystème qui gravite autour de NetVibes, de développeurs qui ont créé justement des applications qu'on peut intégrer à sa page d'accueil pour avoir par exemple la météo, typiquement c'est pas un flux RSS, la météo ça peut être des liens vers des sites web, donc vous pouvez utiliser la page comme ça pour la paramétrer complètement et faire office de favori avec des liens vers des sites web, vous pouvez mettre des zones de recherche sur Google, sur Wikipédia, sur les pages jaunes, vous pouvez mettre un jeu de Sudoku, vous pouvez mettre des photos, il y a énormément de possibilités. Donc, quand vous créez un compte sur NetVibes, vous obtenez une page comme ça et il faut cliquer sur Ajouter pour pouvoir ajouter des flux ou des widgets. Quand on clique sur Ajouter, on obtient une zone noire comme ça, une fenêtre comme ça qui s'ouvre où il va vous proposer d'ajouter un widget. Alors là, la première catégorie essentielle, il vous propose la liste des widgets les plus souvent utilisés par les internautes, par exemple, voilà, Twitter, Facebook, Google Analytics, donc c'est plein d'applications ou de raccourcis vers des sites ou des applications. Et vous pouvez aussi ajouter, bien sûr, c'est quand même l'origine, la fonction première de NetVibes, des flux RSS. Là, en cliquant sur flux, vous avez la possibilité soit d'entrer un flux RSS ou l'URL d'un site, soit d'importer un fichier OPML. Julien en parlait tout à l'heure, la plupart des agrégateurs de fils RSS vous permettent, une fois que vous avez paramétré votre agrégateur, que vous avez importé tous les flux que vous voulez suivre, vous pouvez en général les télécharger sous la forme d'un fichier OPML qui va contenir donc la liste classé par catégorie de tous les flux RSS que vous aurez enregistrés dans un navigateur. Ce qui vous permet, si vous hésitez entre plusieurs agrégateurs, vous faites le travail une fois et puis après l'autre, vous importez le fichier OPML et hop, vous aurez directement les mêmes flux. C'est intéressant, de toute façon, c'est une manip à faire, exporter un fichier OPML. C'est intéressant dans le cadre de la sauvegarde pour pallier à des éventuelles disparitions, même si la plupart quand ils vont disparaître, ils préviennent, ils laissent un petit moment, c'est rarement du jour au lendemain, mais sait-on jamais. On peut toujours faire des sauvegardes comme ça. Donc, quand on a importé des flux RSS, on peut aussi paramétrer, donc on a des tas d'options de paramétrage sur cette interface.
vous pouvez par exemple paramétrer la mise en page de l'interface en choisissant, moi je veux 3 colonnes, ou j'en veux une, ou j'en veux 2, ou j'en veux 4, et puis je veux 3 colonnes comme ça, ou je veux un grand bandeau et 3 colonnes, donc vous avez tous les choix que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi paramétrer la couleur, l'arrière-plan de l'interface. Il va vous proposer des tas d'images, d'onglets que vous allez pouvoir arranger comme vous voulez. Et en gros, vous pouvez arriver à une page comme ça, où vous avez à la fois les flux RSS, là c'est en mode basique, juste le titre des derniers flux RSS, et vous pouvez choisir le nombre de flux RSS que vous affichez. Vous pouvez les mettre, si vous voulez, sous forme magazine, avec des images, un peu plus de détails. Vous pourriez aussi mettre les flux RSS avec une description plus détaillée et les premières lignes de l'actualité. Et vous pouvez mettre aussi des applications, comme là c'est si je décide de suivre mon fil Twitter, finalement, depuis NetVibes. Donc on peut paramétrer tout ce qu'on veut, on peut changer la couleur, on peut les changer de place, Et l'idée de NetVibes, c'est donc d'avoir, dans une plateforme comme ça, vous allez pouvoir créer, autant d'onglets que vous voulez. Chaque onglet, ça c'est un onglet, chaque onglet pouvant contenir autant de widgets que vous voulez. Donc vous pouvez vous faire un onglet, par exemple, raccourci vers les sites juridiques sur lesquels je vais le plus souvent, un onglet flux des actualités dans le domaine juridique, un onglet flux dans le domaine du tourisme, un onglet application ou autre. Vous pouvez complètement le personnaliser et le but c'est justement de devenir l'écran d'accueil finalement du navigateur et d'offrir à l'internaute tous les sites vers lesquels il va d'habitude depuis cette page-là. On peut l'avoir aussi en mode, c'est beaucoup plus sobre, à la Google Reader, avec juste les titres des derniers articles. Sinon, ce qui caractérise NetVibes, c'est qu'il permet donc de rendre son tableau de bord public et de façon à permettre aux autres internautes de profiter de la sélection de flux qui aura été faite. Donc ça peut être intéressant pour améliorer sa visibilité, mais ça peut être intéressant aussi pour vous si vous souhaitez vous constituer un portail comme NetVibes, un agrégateur, c'est-à-dire que vous pouvez tirer parti des autres agrégateurs de flux qui existent déjà sur NetVibes et qui sont en accès libre. Par exemple, pour les retrouver, on peut interroger Google en disant par exemple, je veux les pages qui contiennent le mot droit et qui sont hébergés sur NetVibes pour avoir uniquement donc des tableaux de bord publics. La question, je la formulerai donc sur Google par exemple avec la requête droit et plus loin site www.netvibes.com et là ça va me donner une liste de dashboards qui concernent spécifiquement le droit. Parmi lesquels, par exemple, on va trouver le droit pour les professionnels de l'information, qui est un dashboard juridique qui est fait par Michel Battisti, qui est la rédactrice en chef de Documentaliste SI à la DBS, donc qui est spécialiste du droit de l'information. Donc ça, c'est un des points forts de NetVibes, parce que ça peut permettre de diffuser et de partager un agrégateur de flux avec les clients de son entreprise ou avec l'ensemble du web. C'est le seul qui le fait. Autre agrégateur, Feedly, qui est un service en ligne qui a été choisi donc par Julien, qui est un service en ligne qui est un des agrégateurs les plus intéressants du domaine. Il a été lancé en fait par la société 2008 en DevHD en 2008, mais à l'origine c'était pas réellement un agrégateur de flux, c'était une extension de navigateur qui permettait de se synchroniser avec un compte Google Reader, mais de façon beaucoup plus conviviale. Donc quand on avait un compte Google Reader, on pouvait créer un compte sur Feedly et on se connectait automatiquement à l'ensemble de son compte Google Reader, mais avec une interface Feedly, de façon qui était beaucoup plus graphique et plus conviviale. Et suite à l'annonce de la fermeture de Google Reader en juillet 2008, il s'est bien frotté les mains et il a dit venez à moi les petits abonnés en quête de lecteurs. Et la base d'utilisateurs a été multipliée par 15. Il a plus de 15 millions depuis juillet 2013, donc il a plus de 15 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Il est proposé en mode freemium, il y a une version gratuite et une version pro, 45 $ par an, qui offre en plus des fonctionnalités de recherche supplémentaires et l'intégration de divers outils. Donc Feedly, ça se présente comme ça.
Vous avez, quand vous voulez, pour ajouter une source, vous cliquez sur Add Content, par exemple, et vous avez cet écran-là qui s'affiche. Et là, vous pouvez soit lancer une recherche par mot pour identifier un flux ou un site, ou indiquer directement l'URL du flux que vous souhaitez intégrer, soit précéder le mot-clé de dièse pour rechercher donc différents flux qui répondent à une catégorie particulière, soit naviguer dans le répertoire de sources. Si vous faites une recherche, par exemple, avec dièse juridique, il va vous identifier toute une série de flux qui concernent le domaine juridique. Donc ça, c'est un plus de Feedly. Comme il a plus de 15 millions d'utilisateurs aujourd'hui, sa base de flux est très intéressante et il va vous guider pour identifier des flux dans votre domaine. Là, après, quand vous avez trouvé un flux qui vous intéresse, vous cliquez sur plus et hop, le flux va être intégré à la liste des flux que vous suivez. La liste des flux, on peut les organiser de façon très facile. Vous avez il est très convivial pour ça. Vous avez les catégories avec pour chacune les flux qui sont présentés et vous pouvez les changer de catégorie, d'un simple glisser-déposer. Vous pouvez les supprimer, les renommer, etc. Donc c'est très... Et vous pouvez, au niveau de la lecture, donc de la présentation, vous pouvez paramétrer l'affichage du flux. Donc il se présente, il y a 3 formats d'affichage. Ça c'est le format magazine qui est très agréable, donc qui est beaucoup plus agréable, plus ergonomique peut-être que ce que proposait Google Reader. Bon, il y en a qui aiment la sobriété, ils vont trouver que non, il y a les photos, ça perturbe. Bon, ça peut illustrer, on a le titre, le début de l'article, la photo, sinon il y a un mode titre simplement, ou sinon vous pouvez l'avoir en format cartes comme ça. Voilà, c'est à vous de choisir le format d'affichage que vous voulez. Autre fonctionnalité de Feedly qui est intéressante, c'est qu'il est bien intégré à différents outils sur le web et qui va vous permettre de partager ou de stocker les articles qui vous intéressent. Parce que dans un flux, on va suivre beaucoup de sources et beaucoup de flux, mais quand on trouve un article intéressant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas évident de savoir comment le signetter ou comment le garder, ou etc. Feedly vous propose différentes options, c'est-à-dire dès que vous avez trouvé une page qui vous intéresse, vous allez pouvoir soit la diffuser directement sur LinkedIn, Google+, Twitter, etc., soit l'enregistrer dans des outils comme Readability, Instapaper, Pocket qui vous permet de garder pour plus tard, soit dans des outils comme Evernote qui vous permet de stocker le texte intégral des pages. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. Et pour aller plus loin sur le système des lecteurs agrégateurs de fil RSS, donc il y en a beaucoup. Il y en a des plus puissants que Feedly et NetVibes, mais des fois un peu moins conviviaux ou autres. Et vous avez notamment une étude détaillée de Serge Courrier qui date de 2013, je crois, et qui compare je ne sais plus combien d'agrégateurs de tout type d'agrégateurs, c'est-à-dire extension de navigateur, outils offline, outils online, etc., etc. Et sinon, vous avez donc un topic sur Scoopit de Serge Courrier toujours, qui est dédié au RSS. C'est son cheval de bataille, donc le RSS, ça vous permet d'être au courant de tout ce qui concerne le fil RSS. Alors oui, Feedly, un des gros avantages quand même, j'ai oublié de le noter, c'est qu'il a des versions pour ceux qui veulent suivre l'actualité en mobilité. Il a des applications très performantes pour les smartphones ou les tablettes qui vous permettent de lire donc dans les transports ou autres toutes les actualités. Mais bon, ça vous fait travailler avant d'arriver au bureau. Mais voilà. Donc sinon, il est quand même très pratique et très convivial. Et ça peut être des outils. Sinon, il faut penser pour vous, les lecteurs agrégateurs de flux, que ce soit NetVibes ou Feedly, ça peut être des outils pour vous permettre à vous de suivre l'actualité, mais ça peut être aussi un service que vous proposez à vos clients dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui doit se développer, c'est-à-dire proposer à vos clients de leur paramétrer un lecteur genre NetVibes ou Feedly pour qu'ils puissent, eux, avoir directement leur lecteur personnalisé avec les flux qui les intéressent. Vous, votre savoir-faire, ça va être de sélectionner les flux les mieux à même de répondre à sa question, à leur question. Autre famille d'outils, des outils qui permettent de capitaliser et partager les résultats de sa veille. Donc, l'un des plus puissants, c'est Evernote, qui est une application qui permet d'enregistrer à la fois des idées, des pages web ou des fichiers ou des images, tout ça.
Vous pouvez télécharger, installer une extension spécifique pour le navigateur qui vous permettra, dès que vous voyez une page sur le web, de copier la page et de la stocker sur les serveurs d'Evernote. Donc il permet de stocker les pages, de les taguer et de classer les notes dans des carnets. Alors on a encore carnet, ce sera chaque document, hein, que ce soit une page web, une image, un fichier PDF ou une idée que vous écrivez, ce sera une note que vous pouvez enregistrer, classer dans un carnet. Et vous pouvez y accéder de façon synchronisée via un ordinateur, une tablette, etc. Donc lancé en 2008, l'outil annonçait 6 millions d'utilisateurs en décembre 2010 et 65 millions en 2013. Donc il a connu voilà, il marche bien. Et pourquoi? Parce qu'il est aussi intégré à de multiples applications et serveurs sur le web. Même Factiva, par exemple, propose depuis le serveur Factiva, quand vous avez des documents que vous voulez sauvegarder, vous pouvez d'un clic les sauvegarder dans Evernote. Donc il est intégré à Factiva, à la plupart des agrégateurs de fils RSS et à énormément d'outils. Il est proposé en mode freemium, encore une fois. Il y a une version gratuite limitée à 60 MO de téléchargement par mois, une version premium qui est de 60 € par an, pour lequel il y a un stockage illimité et des possibilités de recherche, et une version business qui, là, offre en plus des possibilités de travail collaboratif. Parce que sinon, à l'origine, c'est son dossier, quoi. Concrètement, comment il se présente? Ben voilà, ça c'est une page d'accueil de Evernote. Je vais avoir ici la liste des dossiers, des carnets que j'ai créés. Et ici, la liste des étiquettes. Les étiquettes, c'est les tags. Donc, les tags que j'ai attribués aux documents que j'ai sauvegardés. Si je clique sur un carnet, j'obtiens dans la colonne ici la liste des notes stockées dans le carnet. Et quand je clique sur une des notes, j'ai le contenu de la page qui apparaît dans le navigateur, dans l'interface d'Evernote. Donc le gros avantage d'Evernote, c'est qu'il copie la page, le contenu de la page, ce qui fait que si la page est amenée à disparaître, ben vous en avez une copie. Gros avantage aussi, c'est qu'on peut y mettre des fichiers PDF, des images, etc. On peut créer une note depuis Evernote, hein, si je clique Nouvelle note. Dès que je clique sur Nouvelle note, j'ai une zone de saisie qui apparaît, je vais pouvoir indiquer ce que je veux ou je peux glisser-déposer un fichier. Je peux créer une note, c'est là tout l'intérêt via, il a des extensions, il en a plusieurs, des extensions qui marchent sur tous les navigateurs, comme Evernote Web Clipper, donc ça c'est l'extension telle qu'elle est sur Chrome, c'est-à-dire elle est présente dans mon navigateur sous la forme du petit symbole de la tête d'éléphant, et quand je veux sauvegarder une note, je vais cliquer dessus, sur la note, et aussitôt j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et je vais pouvoir enregistrer la note de différents formats. Je peux dire je veux juste l'article, c'est-à-dire ça va enregistrer cette partie-là de la page, ou l'article simplifié, dans ce cas-là ça va être cette partie-là, ou la page complète, ou simplement le favori, ou une capture d'écran. Je peux indiquer le dossier dans lequel je vais la ranger et ajouter des étiquettes. Et au niveau de la recherche, comment retrouver toutes les notes qu'on stocke sur Evernote, on peut faire une recherche par étiquette. Donc si je clique sur une étiquette dans la colonne, je vais avoir ici la liste des notes qui ont été taguées avec cette étiquette. Et si je clique sur la petite étiquette ici, je vais avoir la liste des autres étiquettes contenues dans les notes qui contiennent la première étiquette. Ce qui fait que ça va me permettre de retrouver, de faire des recherches transverses extrêmement simples. Par exemple, là, si je clique sur Google, je vais avoir directement les autres étiquettes qui concernent Google, c'est-à-dire j'ai tagué des tas d'articles avec le mot Google, mais avec également Google Alert, Google Glass, dossier, études, algorithmes, économie, data center, etc. Ce qui fait que ça va pouvoir me permettre de faire des recherches transverses en 2 clics, ce qui va être très utile. On peut aussi faire une recherche par mots dans les notes. Et le point fort de Evernote, c'est qu'on peut faire une recherche dans les documents numérisés. C'est-à-dire si je mets un fichier PDF, la recherche peut se faire par mot sur le contenu du document. Donc ça, c'est un plus. Et enfin, et ça c'est intéressant, on peut partager un carnet. C'est-à-dire quand vous avez créé un carnet, vous pouvez décider de le partager, soit vous l'envoyez par mail à des personnes qui ont déjà Evernote et eux vont l'intégrer
à leur carnet, mais ils ne pourront pas, par contre, si vous avez la version gratuite, ils ne pourront pas le modifier, mais ils pourront le lire. Soit vous pouvez générer une URL publique et envoyer cette URL aux personnes, et ils auront accès, ben voilà, à un dossier finalement comme ça, qui pourront lire seulement, mais qui peut faire office de livrable dans certains cas. C'est-à-dire que vous avez sur un carnet la liste des articles que vous avez sélectionnés, et pour chacun, le texte des articles. Bon alors, il est interdit de poser la question sur le droit d'auteur tout à l'heure, parce que sinon je répondrai joker. Hein. C'est pareil, c'est vrai que là, bon, Evernote, c'est une utilisation, quand il vous propose ça, il vous le propose pour une utilisation personnelle. Après, il permet de partager un carnet, mais celui qui le lit ne peut pas y toucher, c'est-à-dire ne peut pas télécharger, ne peut pas ajouter, ne peut pas modifier. Il peut juste lire, mais des fois c'est bien pratique quand même. Donc, autre outil au niveau du stockage partage, c'est Stample. Il est tout récent. Donc ça, j'ai pas beaucoup de recul dessus, c'est juste, c'est anecdotique pour vous dire. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'outils qui se créent actuellement, je ne sais pas si c'est une mode au niveau du partage de l'information et qui offre des fonctionnalités de partage. Alors Stample, stample.co, hein, c'est pas .com. C'est un outil de stockage et de partage de l'information qui a été ouvert en novembre 2014, donc voilà, qui est très récent, et qui vous permet, alors la construction d'une bibliothèque digitale, alors là c'est pas des notes, c'est des Stamples, voilà, mais c'est un peu le même principe que Evernote. Les Stamples peuvent être annotés, tagués et classés dans des dossiers, donc qu'on appelle ici des spaces. Et on peut inviter des personnes à partager un dossier ou un sous-dossier. Alors, à la différence d'Evernote, on peut créer des dossiers et sous-dossiers. Evernote, il y a juste les carnets. Et là, on peut partager des dossiers avec des niveaux de droit qui varient. C'est-à-dire, on peut dire qu'un tel sera simplement lecteur, celui éditeur et l'autre manager. L'outil est proposé en mode freemium avec plusieurs formules, parmi lesquelles, bon, dans la formule gratuite, on peut télécharger, enfin stocker 1000 Stamples, on a 1 Go de stockage et on a des limitations quant au nombre d'espaces partagés ou privés. Il y a une formule à 35 € par an avec 5 Go de stockage. Et professionnel, c'est 108 € par an, où là, bon, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors, comment ça se présente? C'est comme ça, hein, vous téléchargez une petite extension, là ici, ce sera le petit S de Stample. Vous êtes sur une page, vous vous dites « Ah, super, je voudrais la publicité subliminale, c'est super, je voudrais la télécharger, la garder dans Stample. » Vous cliquez sur le S, ça vous ouvre une fenêtre comme ça, et vous allez pouvoir choisir d'enregistrer uniquement l'URL de la page ou une sélection. Et là, c'est avec le curseur, c'est pas encore très pratique, mais enfin bon, ils viennent de se lancer, ils vont peut-être s'améliorer. Et on voit que du coup, ce qui est sélectionné, ça devient d'une couleur vert pâle. Ou alors, vous pouvez prendre une copie d'écran. Vous pouvez ajouter des mentions, des tags, etc. Et vous cliquez sur sauvegarder. Et hop, après, vous avez dans votre page, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les Stamples que vous aurez sauvegardés au fil de votre consultation. Vous pouvez aussi importer des fichiers PDF. Et vous avez ici MySpace, ce sera la liste des carnets. Et donc, vous pouvez aussi partager un Stample. Vous pouvez, donc quand vous êtes là, vous avez des options de partage et vous pouvez dire, je veux que le dossier, l'espace outil veille, le partager avec d'autres personnes. Et dans ce cas-là, il faut par contre que l'autre personne ait un compte Stample. Et vous pouvez l'inviter par mail et vous allez pouvoir choisir le degré de partage et de gestion qu'il a, s'il est simplement créateur, éditeur ou manager. Donc ça peut être encore une fois une façon de partager une veille au sein d'une entreprise et de donner à lire un certain nombre d'articles que vous avez identifiés sur le web. Un autre tout récent aussi, c'est El-Curator, qui a été lancé il n'y a pas longtemps par la société Octo Technologies, qui a été ouverte au public en 2014 et qui permet de trouver et de partager des contenus en équipe, pages web, vidéo, PDF, et bon, c'est un peu le même principe à chaque fois. Les différences, lui, il insiste beaucoup sur la notion de partage et en fait, il essaye
créer une sorte de gamification de jeu autour de la veille. C'est-à-dire qu'il va inciter les participants. Les participants vont noter les articles retenus en disant « Ah, celui-là, il est très bien ». Donc, il y a un ou deux, ou je ne sais plus, par l'équipage. On peut les recommander. Et le site va automatiquement constituer une newsletter qui est envoyée à tous chaque semaine sur les 5 articles issus de la collaboration collective qui ont été les plus lus. En disant, il va désigner le curateur de la semaine. Voilà, donc il insiste un peu là-dessus. Bon, c'est à titre... Chez McDo, quoi. Voilà, c'est comme chez McDo, il y a le curateur de la semaine. Donc on peut, quand vous êtes... C'est le même principe, hein, quand vous avez... il faut télécharger une petite extension, un petit drapeau comme ça. Quand vous avez une page que vous souhaitez surveiller, vous allez faire un clic. Ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Sauf que là, il ne vous propose pas différentes options de sauvegarde. C'est lui qui importe automatiquement la page de façon simplifiée. Donc vous saisissez l'URL, vous indiquez le titre, vous pouvez mettre des commentaires. Et après, la page d'accueil se présente comme ça, avec les différents articles ou documents que vous partagez. Alors vous pouvez les partager avec votre équipage ou avec le monde. Ou les partager aussi, oui, c'est le monde, ça. Et il est, lui, dans sa logique de partage. Hein, il a un côté grand public, c'est pas pour une veille stratégique à l'intérieur de l'entreprise, quand même. Et donc, vous pouvez qualifier les articles et vous pouvez les partager par mail, Twitter, Google+, enfin voilà, comme ils le font tous. Et ça donne, au final, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous avez ici ce que vous avez indiqué, le titre, le petit résumé que vous avez pu qualifier par exemple, et la page qui a été sauvegardée de façon simplifiée. Donc, voilà pour les outils de partage, collecte, partage, capitalisation, partage. Juste rapidement, 2 mots, parce que de toute façon Stéphane Cotin reviendra dessus cet après-midi, sur diffusion, sourcing, des outils qui sont aujourd'hui indispensables, aussi bien, mais finalement c'est la boucle hein, dans la chaîne des différentes phases de la veille, c'est aussi bien utile pour la capitalisation, pour la diffusion des résultats de sa veille, hein, sur Twitter ou sur Scoopit. Quand on veut améliorer sa visibilité sur Internet, ça peut être une belle chose de publier sur Twitter ou sur Scoopit, mais c'est aussi très utile en termes de sourcing et pour identifier les experts de son domaine. Alors Twitter, bon, je ne le présente plus, hein, lancé en 2006, aujourd'hui plus de 500 millions de tweets par jour, donc c'est évident qu'on ne peut pas tout suivre. Mais c'est indispensable donc aujourd'hui pour le veilleur, pour la diffusion de sa veille ou pour identifier des tweeters experts sur son domaine qu'on va pouvoir suivre. Pour les suivre, juste un mot, on peut soit consulter l'interface de Twitter et puis sa timeline pour voir tout ce qui a été publié, mais vous avez des outils qui existent comme QueryFeed qui vous permet par exemple de créer un flux RSS depuis Twitter en utilisant la syntaxe avancée du moteur de recherche de Twitter et qui vous permettra après d'intégrer ce flux RSS au sein d'agrégateurs comme Feedly ou NetVibes. Si vous ne voulez pas aller sur Twitter, donc à la limite, même sans être inscrit sur Twitter et même sans compte Twitter, vous pouvez faire des recherches via le moteur de recherche de Twitter et vous pouvez repérer des tweeters à suivre. Alors oui, je devrais dire tweetos. Normalement, c'est Twitter. En français, ça a été adopté, Twitter, 2T-E-U-R. Mais c'est vrai que quand on parle, on ne sait pas si je parle du Twitter E-U-R ou de Twitter E-R, l'outil. Donc, vous pouvez identifier des tweetos à suivre, experts dans leur domaine, et les à votre agrégateur de veille en utilisant QueryFeed qui va permettre de créer un flux RSS. Twitter, hein, comment ça se présente? Un exemple de profil public, ça on peut le consulter même sans être inscrit à Twitter. Ça c'est le profil de Jury Connexion et finalement vous allez avoir tous les tweets, une mine d'informations dans le domaine juridique. Comment identifier sinon des tweeters à suivre? Vous pouvez interroger Twitter Search, le moteur de recherche de Twitter. Si je fais une recherche sur juridique, par exemple, je vais identifier les éditions Dalloz, actualités juridiques, etc. Donc là, c'est très facile d'identifier des tweeters de référence dans leur domaine. Je peux aussi analyser les abonnements d'un Twitter expert, c'est-à-dire quand j'en ai repéré un,
ça c'est le compte Twitter d'Emmanuel Barthes, on peut regarder les abonnements qu'il suit en se disant, lui c'est un expert de son domaine, si je regarde les abonnements qu'il suit, ça risque d'être d'autres sources intéressantes sur le sujet. Et donc là on va pouvoir repérer d'autres experts. Ou sinon on peut tirer parti des listes. Et là, les listes, c'est par exemple, quand on a repéré toujours un utilisateur expert, on peut regarder les listes que lui a créées ou dans lesquelles il a été inscrit. Et ça, c'est depuis le profil d'un Twitter. Vous avez sur l'extrême droite listes et vous pouvez voir les listes auxquelles il est abonné ou dont il est membre. Et vous repérez tout de suite, vous aurez directement des listes là, de doc juridique, veille doc information, documentation juridique, avec à chaque fois 8 membres, 29 membres, et vous pourrez repérer comme ça directement toute une série de Twitter à suivre. Et donc, pour conclure, Scoopit, plateforme de curation, c'est vrai que c'est pas beau, hein, curation, lancée en 2010, alors c'est sans doute la plateforme de curation la plus utilisée aujourd'hui, pour diffuser sa veille et pour suivre l'actualité d'un domaine. Elle est disponible en mode freemium, mais plus ça va, alors ça c'est le problème des outils, c'est qu'ils commencent au début, viendez, c'est gratuit, tout est bien chez moi, et puis plus il y a d'utilisateurs, et plus le service gratuit diminue, et plus les fonctions payantes augmentent. Et là, Scoopit, il vient récemment d'augmenter un peu ses tarifs, et il y a de moins en moins dans la version gratuite, et il faut payer de plus en plus pour profiter du service. Quoi qu'il en soit, même si vous ne voulez pas diffuser sur Scoopit, vous pouvez utiliser Scoopit en tant que veilleur. Parce que c'est toujours pareil sur Internet, ce qui est intéressant, c'est de profiter de la veille faite par un expert du domaine. Et sur Twitter, il y a plein d'experts qui diffusent, sur Scoopit, il y a plein d'experts qui diffusent leur veille sur Scoopit et dont il est très intéressant de profiter des actualités. Alors, théoriquement, il est indispensable d'avoir un compte pour interroger Scoopit, c'est-à-dire si vous vous connectez directement à Scoopit, il va vous dire bah, entrez votre mot de passe, ah ben j'en ai pas puis j'en veux pas. Donc il y a des astuces qui vont vous permettre d'interroger la plateforme de curation sans mot de passe. Pour ça c'est simple, il suffit depuis votre navigateur de poser une requête sous la forme www.scoopit/search Q égale le mot-clé qui vous intéresse. Par exemple, juridique. Et vous aurez accès directement à la page de résultats de Scoopit, depuis laquelle vous pourrez identifier les topics spécialisés sur un sujet et les Scoopiteurs, experts du domaine. Ou sinon, vous pouvez vous abonner au flux RSS d'un topic en ajoutant, quand vous avez identifié un topic intéressant, il suffit de rajouter, vous prenez l'URL du topic et vous rajoutez /rss.xml et vous intégrez cette source dans votre lecteur de flux RSS. Donc ça se passe comme ça sur Scoopit, quand on fait une recherche, donc là c'est même sans être abonné, avec juridique, je vais identifier directement des topics. Là, il me met topic dédié au monde juridique. Je peux identifier également les utilisateurs qui proposent une veille sur le sujet. Et j'arrive enfin donc à un topic spécialisé, par exemple, sur la documentation juridique. Et à partir de là, vous pouvez la suivre en prenant l'URL de cette adresse et en rajoutant /rss.xml et l'intégrer à votre agrégateur et vous aurez donc au fur et à mesure de la publication, les liens vers les articles qui ont été signalés. Donc, en conclusion, parallèlement aux plateformes de veille telles que AMI, dont Julien a parlé ce matin, ou Digimind qui sera présenté cet après-midi, il existe toute une panoplie d'outils gratuits ou bon marché sur le web qui peuvent être très utiles pour le veilleur dans les différentes étapes de sa veille. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient, et là ça rejoint les questions de monsieur tout à l'heure, il faut être conscient que ces outils, le plus souvent, ils ne couvrent déjà qu'une partie du processus de veille. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus axés sur la collecte, d'autres sur la diffusion, d'autres sur le stockage, etc. Donc il va falloir en utiliser plusieurs, il va falloir les relier, ils ne peuvent pas toujours être reliés ensemble. Ils peuvent modifier brusquement leurs conditions tarifaires, leur politique tarifaire. La Scoopit, il a revu à la hausse vraiment
et de façon assez importante ces politiques tarifaires. Ils peuvent disparaître purement et simplement avec ou sans préavis, on se souvient tous de Google Reader, et ils offrent en général des fonctionnalités moins puissantes que les plateformes. Cela étant, il y a pas mal de cas où on peut pas toujours, où ça peut rendre vraiment des grands services aux veilleurs. Donc voilà, j'ai fait le tour d'horizon à pile poil comme c'était. Donc si vous avez des questions sur ces outils rapides, sur ce panorama, je suis à votre disposition.